Bonsoir, bienvenue à cette ultime conférence de la saison qui précède l'été. Vous savez, c'est cette période où il fait beau, il fait chaud et puis on part en vacances. Et il y a généralement du soleil. Merci à vous, toutes celles et ceux qui ont fait l'effort ce soir de venir braver la météo pour assister à cette petite euh, pause estivale, mais qui va être sacrément assurée avec le thème de ce soir, puisqu'on va parler effectivement, vous l'avez vu à l'écran, de la data marketing avec 4 experts. Et avant de passer la parole à mon collègue Stéphane Meyer, je vais quand même glisser quelques mots sur Swiss Marketing Vaud pour pouvoir vous rappeler en quoi consiste ce réseau professionnel, puisque peut-être dans la salle il y a des membres et des non-membres, donc occasion pour moi de vous reparler de ce réseau unique, avec pas mal d'événements, puisque au sortir de cette présentation, je vais déjà vous parler de quelques dates pour la rentrée, plus d'une vingtaine d'événements par année, avec autour justement des conférences, la reprise des ateliers et pour cet automne aussi les formations faites en collaboration avec le SAVI, Swiss Marketing Vaud et le SAVI vont donner naissance justement à ce programme de formation dès la rentrée. Notre mission, puisqu'effectivement elle est aussi autour de la formation, il apparaissait très clair de pouvoir vous proposer à la fois ces ateliers, à la fois ces formations sur des thématiques aussi variées, intéressantes qu'utiles. N'hésitez pas à refaire un tour sur le site de Swiss Marketing Vaud pour prendre connaissance de ce nouvel agenda. Justement, à propos des réseaux sociaux, eh bien, vous nous retrouvez sur pas mal d'entre eux. À l'image de ce soir de la captation vidéo et des photos faites par notre partenaire, mais je lui redonnerai un coup de projecteur plus tard, eh bien, vous allez retrouver ces contenus multimédia sur nos différents supports. Vous avez le droit de les partager, de vous approprier, de les commenter ou de les partager autour de vous. Hein. C'est le principe des réseaux sociaux. Nous, on apprécie quand c'est un peu plus qu'un like, donc n'hésitez pas à jouer de l'interactivité et de l'interaction sur nos contenus. Vous avez à chaque fois en haut de l'écran aussi, si vous avez envie d'intervenir sur le compte Twitter, et il y aura de l'Instagram ce soir grâce à une étudiante du SAVI qui nous accompagne. Eh bien, si vous avez envie de vous connecter au réseau Wi-Fi, vous avez toutes les données en main. Je vous les laisse encore quelques secondes. Voilà, le Wi-Fi est gratuit. En tout cas ce soir. Voilà. Je vous parlais des conférences. Eh bien, on va pouvoir rattaquer la rentrée avec un titre accrocheur, marketeur au bord de la crise de nerfs. Ça sera notre collègue Victoria Marchand qui est là ce soir. Moi, j'ai pas mis mon badge, mais voilà, à l'occasion de l'apéritif, si vous avez envie de faire connaissance avec le comité, n'hésitez pas à aller à sa rencontre avec nos badges et nos tours de cou. Très très facile à identifier. Donc le 3 septembre, notez précieusement cette date, puisqu'on va, comme à l'image de ce soir, continuer sur ce nouveau format qui se veut plus participatif, plus engageant. Donc ce soir, n'attendez pas la fin des échanges pour interagir. Je vais moi-même me mettre à disposition avec un micro pour que vous puissiez à n'importe quel moment, que ce soit pour accompagner les questions de Stéphane ou de sortir et de proposer vos propres questions, eh bien, sachez que vous avez tout le temps de cette conférence pour le faire. Ça vaut vraiment la peine d'user de ce format. Et puis, on a encore une dernière sortie récréative qu'on propose de façon exclusive avec un partenaire qui est Grand Chelem, qui donne vie à un event qui est assez particulier, mais surtout une grande première, puisque c'est le Ladies Open Lausanne, qui va réunir des grandes têtes d'affiche de ce sport. Une soirée récréative qui est exclusive tant pour les membres que les non-membres. Vous allez trouver toutes les informations, de nouveau aussi sur Swiss Marketing Vaud, pour pouvoir, eh bien, pourquoi pas, venir en juillet. Je pense que d'ici là, ça sera de la neige au lieu du soleil. Ouais, je suis assez optimiste. Ouais. Dernier mot pour les partenaires qu'on va découvrir sur le prochain slide. Pourquoi devenir partenaire? Voilà, ça c'est mon petit quart d'heure de drague pour vous inviter à vous aussi être co-acteurs de notre association, puisqu'effectivement, ce sont plus de 2000 membres sur le groupe LinkedIn et puis plus de 3000 personnes qui nous suivent aussi sur des réseaux comme nos newsletters. On a du Facebook, on a du Twitter, et puis surtout, on a une chaîne YouTube qui est de plus en plus prisée dans le monde de la formation, puisqu'effectivement,
comme je vous l'ai dit, tous nos contenus sont capturés et mis à disposition de tout un chacun pour pouvoir, pourquoi pas, s'en servir comme étude de cas ou bien revoir tranquillement ce que vous allez découvrir ce soir. Nos partenaires, sans quoi tout ça ne serait pas possible, je commence par ordre alphabétique avec la société Atraxis qui d'habitude nous met à disposition un système bien plus sexy que mon laptop pour pouvoir avoir une expérience utilisateur très vivante pour la présentation d'informations, de slides et compagnie. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet ou revoir les précédentes vidéos pour me voir jouer avec leur tablette. L'école ESM, je viens de penser qu'il faudra mettre aussi le logo du SAVI à côté de tout ça, puisque ce sont les deux écoles qui nous accompagnent justement pour les ateliers et pour les formations qui vont très vite démarrer. Bisphoto, voilà, je vous parlais de notre photographe officielle, et là, elle est ce soir à travailler et mettre en image cette conférence. Allez voir son travail, ça vaut vraiment la peine. C'est pas parce que c'est une super photographe que je connais très bien que je vous dis ça, c'est parce qu'effectivement, on est très fiers ici à Swiss Marketing de l'avoir comme partenaire pour capitaliser encore une fois tous nos événements. Et vous avez vu au pied de ce pupitre les champagnes drapiers. Il y a 4 bouteilles comme par hasard, il y en a 4. Il y a 4 intervenants, je vous laisse faire le lien. Voilà, on remercie aussi la Maison Drapier qui, à l'image de ce présent, vous aurez bien compris en quoi il consiste, nous soutient dans chacun de nos événements, comme ici pour les conférences. Et je vais parler, pour terminer, de l'Écrin qui nous accueille pour cette dernière, avant la pause estivale, le Musée Olympique qui nous soutient et qui nous accompagne dans tous nos événements autour des conférences. Et puis pour terminer, la société Scandola qui a donné vie au site internet et toute l'informatique qui va derrière pour faire que tout se passe bien quand vous vous inscrivez à un événement. Voilà, j'en ai fini de parler du Swiss Marketing. N'hésitez pas à venir vers nous si vous avez des questions sur comment devenir partenaire. Je continue à faire mon VRP, il n'y a pas de raison. Et ce soir, je laisse la parole à Vanessa Suriano, à Davide Pica, Pierre Kaufmann et David Redler, qui vont tous les 4 être gentiment amenés à répondre aux questions de Stéphane Meyer. Mais encore une fois, n'hésitez pas, vous aussi, à intervenir tout au long de cet échange que je souhaite participatif. Très très bonne soirée à vous tous. Merci. Merci Thierry, merci beaucoup. Alors en effet, bonsoir à tous. Je vous remercie de votre présence tout d'abord. Je vais juste vous présenter en quelques mots pour que vous puissiez identifier à qui adresser votre question, les personnes qui m'accompagnent aujourd'hui. Donc je vais commencer par Vanessa. Donc Vanessa qui est responsable des relations entreprises au SAVI, mais également qui a plus d'une dizaine d'années d'expérience dans la tech, mais dans les sciences humaines également. Donc ça va être notre vulgarisatrice, parce qu'on a des techniciens à côté qui eux sont pas très vulgarisateurs par moment. Donc on va essayer de traduire tout ça en marketing et en décision marketing et en opportunité. Alors, à côté d'elle, à sa droite, se trouve David Epica, qui lui est Data Management Consultant, maître d'enseignement à l'Université de Lausanne. Alors, spécialisé dans des choses que je ne saurais pas trop dire, management de programme, linguistique computationnelle, sémantique lexicale, statistique, etc. Voilà, beaucoup de choses très techniques. On va essayer d'en comprendre un peu plus aujourd'hui. Et puis Pierre Kaufmann, qui lui est architecte IBM, également CTO Connie Price, qui nous accompagne aujourd'hui avec la vision vraiment gestion de projet data. Et puis, on a besoin d'une personne qui vient faire le gendarme un petit peu au milieu de tout ça. David Redler, qui lui est spécialisé, docteur en droit spécialisé dans la data, qui va un peu nous dire ce qu'on peut réellement faire ou ne pas faire avec tout ce amas de données et de possibilités. Donc des profils complémentaires et variés qui, je l'espère, vont faire vivre cette table ronde. Donc comme l'a dit Thierry, n'hésitez pas à poser vos questions, à lever la main. Thierry a un micro, il pourra vous le passer si jamais. Si tu en as bien, tu vas en trouver un. D'accord. Voilà, alors la première question que moi je voulais pour introduire un petit peu cette conférence, c'était qu'aujourd'hui on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle, de data, c'est quelque chose qui est entré dans le langage commun, mais réellement et concrètement, qu'est-ce que c'est aujourd'hui
l'intelligence artificielle, est-ce que vraiment l'intelligence artificielle est intelligente? Alors Pierre, je sais que on te pose souvent cette question, mais concrètement, qu'est-ce qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle? Alors déjà, on testait le micro, il marche, c'est déjà bien. Déjà bonjour ou bonsoir, messieurs, mesdames, d'avoir bravé les intempéries de ce mois de juin. Donc l'intelligence artificielle, alors j'ai coutume de dire, pour répondre à cette question-là, qu'elle est très très artificielle et rarement intelligente. On en a fait tout un terme qui est utilisé et qui marche bien dans le public finalement depuis des années et qui ne représente absolument pas ce qu'est ou ce que devrait être ou ce que l'on entend d'un point de vue, je dirais, scientifique du terme intelligence artificielle. Donc ce terme-là est né des années 60, 70, 80, a été et là depuis longtemps. C'était d'ailleurs le rêve de la création du premier ordinateur. Ce que l'on entend par là aujourd'hui recouvre des termes un peu plus techniques. Je laisserai peut-être David après répondre à ces éléments-là, qui sont du machine learning, du deep learning, des réseaux de neurones. Et Tim Cook en a fait. Quand il a présenté l'iPhone 10, il parlait de réseaux de neurones et d'AI ou d'IA et tout ça gentiment mélangé. Mais je crois qu'aujourd'hui, pour l'auditoire, il faut savoir une chose, c'est que l'intelligence artificielle a aujourd'hui une capacité à traiter des données, des informations, quelque chose, à faire des traitements que l'on ne pouvait pas faire de manière simple ou même de manière efficace ou à coût relativement réduit, malgré tout, dans les années précédentes. Donc c'est une manière de traiter de nouvelles données, ou les données qu'aujourd'hui produisent vos clients, nos clients, vos employés, les citoyens au niveau de l'interaction qu'ils peuvent avoir avec des entreprises. Donc ce terme-là, je reviendrai peut-être plus en détail tout à l'heure, recouvre finalement un gros buzzword, comme on le dit si bien, qui permet de dire, in fine, des données, quelles qu'elles soient, sous quelque forme qu'elles existent, on peut les faire traiter par une machine. David, tu veux rajouter quelque chose ? Non, je pense que... Alors, vu que David, tu as le micro, Pierre vient d'utiliser le terme machine learning, deep learning. Là aussi, on voit passer ces termes de temps en temps, de là à les comprendre et à comprendre leurs différences. Est-ce que toi, tu peux nous éclairer un petit peu là ? Absolument. Je sais, il y a beaucoup de confusion autour de ces deux mots. Il faut déjà dire que machine learning est un champ large qui prend pas mal de techniques. La plupart de ces techniques sont issues des statistiques. Hein, donc, il n'y a rien, il n'y a pas un chaudron avec une potion magique dedans. C'est des années d'études en statistique. Le deep learning, en particulier, est une application du machine learning qui... comment dire ? Et comment vulgariser tout ça ? Vanessa va peut-être t'aider aussi pour vulgariser ça. Attends, je le laisse un petit peu chauffer. J'ai trouvé. Oui, en fait, le machine learning, disons, par rapport au deep learning, on a si on veut, on a une maîtrise sur le machine learning qui nous permet de pouvoir toujours contrôler les entrées et les sorties, disons, de nos données. Quand on parle de deep learning, cette maîtrise devient un peu plus problématique. Car on rentre des données, on laisse la machine mouliner et travailler sur ces données, mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe derrière. On n'arrive pas vraiment à bien comprendre tout ce qui se passe dans ces mécanismes. Et on obtient des résultats qui fonctionnent. Dans ce moment, le deep learning a beaucoup de succès parce que ça fonctionne très bien. Mais disons que du point de vue technique, on maîtrise un peu moins bien toute la chaîne opératoire. Ça fonctionne, mais on ne sait pas comment. Ça fonctionne, mais on ne sait pas vraiment comment. Justement, je me permets de faire une vulgarisation, si je peux me permettre. C'est, en gros, il faut imaginer que le machine learning, on sait comment la machine apprend. Parce qu'on lui montre, on lui apprend à apprendre. Dans le deep learning, en fait, elle va nous donner un résultat, mais on ne sait pas comment elle a appris.
Donc, c'est la différence très forte qu'il y a entre le machine learning et le deep learning. Donc, le deep learning est moins maîtrisable, en fait, parce qu'on ne connaît pas, justement, le processus d'apprentissage. Donc, dans le machine learning, oui, parce qu'on le met en place. Ok, merci, ça me paraît plus clair. Juste pour rebondir, enfin, il y a des tentatives qui vont dans ce sens-là. Il y a par exemple le Max Planck Institute qui essaye de faire des recherches pour faire parler le deep learning, et donc pour nous raconter un peu ce qui se passe derrière. Donc, pensez un peu, ils utilisent de l'intelligence artificielle pour pouvoir faire parler l'intelligence artificielle. Ça, c'est un peu des pupilles russes. Mais effectivement, on est loin d'obtenir des résultats. Enfin, on est voilà, on est encore dans le domaine de la recherche, clairement. Alors, on est dans de la recherche appliquée ou pas encore. Concrètement, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses que je peux faire, moi, ou en tant que PME suisse ou société suisse, avec l'intelligence artificielle, la data? On a beaucoup de données non structurées, on verra peut-être la différence aussi. Concrètement, comment est-ce que je peux exploiter ces données, ou comment la technologie, la data et l'intelligence artificielle peut m'aider dans mes décisions quotidiennes, ou mes collaborateurs peuvent être soutenus dans leurs décisions quotidiennes? Puis, qu'est-ce que je peux faire en respectant le cadre légal? Ça, on va aussi y venir. Je pense qu'aujourd'hui, les PME qui ont des données peuvent tout à fait pouvoir les utiliser, les analyser, etc. Parce qu'il y a énormément aussi même au niveau de coûts, en fait, mais il y a aussi beaucoup de programmes qui permettent de le faire en open source. La problématique majeure, c'est surtout de trouver les skills des gens, donc les gens qui permettent de faire ce travail. C'est pas seulement une problématique de quel logiciel je vais utiliser pour traiter mes données, mais c'est plutôt aujourd'hui, on est dans une dynamique de trouver les compétences à l'interne ou à l'externe de notre société. Pour une PME, ça va être plus simple peut-être de les trouver dans un premier temps à l'externe d'une société pour faire l'analyse de données. Parce que typiquement, Connie Price, aujourd'hui, notre société, on est souvent sollicité auprès de sociétés qui font appel à nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont plein de données. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que ça me donne comme réponse? Quelles sont les décisions que je peux prendre avec ces données? Puis, on se rend compte qu'avec une première analyse des données, on fait un peu le travail des data scientists aujourd'hui, pour beaucoup de sociétés, où on vient et puis on met la base, en fait, on essaie de trouver des solutions, des premières solutions au premier stade. Donc on prend vos données, puis concrètement, on se dit, est-ce qu'il y a une corrélation entre les données? Est-ce que vous avez des données qui sont utilisables ou pas, finalement? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on met? Comment on les structure pour que ça puisse être utilisable et que ça puisse permettre aux sociétés de prendre des décisions plus rapidement? Et inversement, si vous avez des données qui, effectivement, vous êtes assis peut-être sur une mine d'or, ça aussi, il faut savoir les utiliser, il faut savoir les décortiquer, il faut savoir aussi leur donner sens, en fait. Je laisse Pierre compléter cette partie d'un point de vue un peu plus peut-être technique. Oui, il y a deux éléments, puis après je passerai la main parce qu'on parle beaucoup de données, donc on va se poser la question de où sont ces données. Tu parlais tout à l'heure d'open source, effectivement. Pour clarifier, parce qu'on est un peu dans une période de clarification aussi, c'est l'open source veut pas dire gratuit non plus. Il faut faire attention à ce biais cognitif qu'on pourrait avoir, qu'on retrouve dans des systèmes d'intelligence artificielle aussi. Il y a énormément de choses qui existent et qui sont relativement faciles à être appréhendables par des gens qui ont un minimum de compétences techniques ou technologiques. Le challenge, et comme le disait David, on parlait tout à l'heure de machine learning, on a mis tout un ensemble de termes là, on vous a abreuvé de tous ces éléments-là, de certaines définitions. C'est compliqué quand même, à l'air de rien. Ça demande un petit travail, ça demande une maîtrise, ça demande du temps aussi, beaucoup de temps. Ça demande d'aller chercher les données qui sont de qui dans le CRM, de qui sont les données de vente, de qui. C'est pas aussi simple que ça. Puis de mettre tous ces éléments de la liaison, puis on se dit, mais finalement. J'ai besoin de quelqu'un qui connaît bien l'informaticien, qui est capable de sortir les données. J'ai besoin... moi, je suis dans le département marketing. On sait bien réfléchir intelligemment pour vendre mieux nos produits. Mais bon, comment je fais la liaison? Les gens de l'IT sont toujours à la bourre. Ils ne sont jamais disponibles.
Comment on fait pour gérer tout ça? Ah ben, il existe des choses à droite à gauche, je vais pouvoir les prendre ou demander à quelqu'un de le faire pour moi. Mais on n'est pas les Facebook, on n'est pas les Tesla de ce monde, on n'est pas les Apple, donc on n'a pas non plus des millions ou des milliards à mettre là-dedans. Et comment on fait toute cette mécanique-là? Donc le challenge, il est souvent de se dire, commençons, comme tu disais très justement, Vanessa, step by step. C'est un apprentissage, et ce qui vient avec l'intelligence artificielle, pour boucler par rapport à la première question, c'est que on est en train de changer radicalement de mode, d'acceptation de l'informatique traditionnelle. Elle est en train de mourir. Finalement, elle ne sert plus à grand-chose aujourd'hui, si ce n'est de stocker de l'information, on va dire un peu bêtement, si je peux m'exprimer comme ça. On n'est plus en train de prendre une solution, puis cette solution informatique, on la met en place, ça marche, et puis répond aux problèmes. Là, on est en train de faire autrement. On dit, voilà, on va mettre un système qui est un peu intelligent, très très artificiel, comme on disait tout à l'heure, mais un peu intelligent, et on va lui apprendre. Donc il faut continuer à lui envoyer un certain nombre d'informations, un certain nombre de données, et puis lui dire, tu t'es trompé, tu t'es pas trompé. Il va falloir le surveiller de manière un peu comme le lait sur le feu, ou comme les enfants, c'est un peu cette mécanique-là qu'il va falloir faire. Donc oui, c'est abordable, oui, il y a énormément de choses qui existent, beaucoup de choses sont disponibles dans le cloud, comme on lit, on entend parler suffisamment. Il n'y a qu'à prendre et il n'y a qu'à faire, faut qu'on fasse ça, il y a des yakas et des faucons. Sauf qu'à un moment donné, il y a des petites barrières et puis il va falloir respecter les barrières, savoir qu'est-ce qu'on peut donner, où est-ce qu'on peut mettre les données, comment on peut les gérer, et qui finalement est capable de faire cette liaison-là. Et tu parlais de data scientist, qui est un nouveau job qui est en train d'arriver. Allez chercher sur LinkedIn des data scientists. Il n'y en a pas 36 000, c'est pas simple à trouver. Ouais. Pas forcément la taille, pas forcément l'intérêt de se plonger là-dedans. Certes, il existe des solutions en ligne, certes, on est de plus en plus sensibilisé, mais est-ce qu'on n'est pas en face de clients type par rapport à l'usage qu'on pourrait en faire? Je parle par exemple d'un patron de PME, on va prendre 97% de notre tissu économique versus un grand compte. Est-ce que vous pouvez nous aider à peut-être... Alors, actuellement, je pense que les entreprises, les PME surtout, toutes les entreprises en fait qui touchent à la data, qui ont de la data, elles doivent s'en inquiéter aujourd'hui et faire appel justement, s'ils ne l'ont pas à l'interne aujourd'hui, à des forces qui sont compétentes, même aller les chercher dans un premier temps à l'externe. Pourquoi? Parce que des sociétés qui aujourd'hui grandissent, ont grandi et puis qui ont beaucoup de data, la problématique qu'on trouve aujourd'hui, c'est que vu qu'ils ne se sont pas structurés à la base, aujourd'hui se retrouvent justement dans la problématique où ils ont beaucoup de données, mais ils ne savent pas comment les traiter, ils ne savent pas comment les gérer, ils ne savent pas comment les mettre en place. Et du coup, c'est plus difficile en fait d'arriver dans une situation où tout à coup ça vous dépasse et de devoir repartir à la base, plutôt de se poser les questions. Et justement, comme je disais tout à l'heure avec mes collègues, c'était vraiment de dire on vous accompagne jusqu'à ce que on mette en place une structure et puis que vous êtes plus indépendant par rapport à ça. Mais pour moi, l'important, c'est que toutes les sociétés actuellement qui traitent de la data, et encore plus de jour en jour et d'année en année, auront besoin de ce genre de structure. C'est, pour nous, en tout cas, et comme on le voit quotidiennement, c'est fondamental. On ne peut pas passer à côté de ça. Si tu permets de rebondir, je dirais que les data, comme on les connaît aujourd'hui, souffrent d'une pathologie assez importante qui est une sorte d'aphasie. Les data ne parlent pas spontanément. Ils ne disent pas grand-chose. Et on doit essayer d'aller chercher en fait ce dialogue avec les data. Et ça se fait à travers justement cette discipline qu'est la data science. C'est une discipline qui nous permet d'aller creuser les données, nettoyer les données. Sachez qu'une grosse partie du travail est le nettoyage des données. Et par la suite, on peut commencer à voir si elles ont quelque chose à nous dire par rapport à un but et une problématique. Si elles répondent en fait à quelque chose que nous sommes posés au préalable. Pas tout le temps le font. Donc pas tout le temps
les données sont vraiment des mines d'or. Des fois, c'est juste un tas d'informations. Je vais peut-être vous donner quelques exemples qu'on a pu rencontrer. C'est de se dire, on parlait tout à l'heure de réseaux sociaux. On a commencé la présentation en parlant Instagram, Facebook, et on s'est dit, mais voilà, je suis présent sur Internet. Est-ce qu'une PME a besoin d'être présente sur Internet ou pas? On se posait la question il y a 20 ans, c'était non, c'est rien. Je fais mon business, et puis maintenant, les PME, enfin toute entreprise est présente. Pourquoi? Parce qu'elle a envie d'avoir une relation avec son client. Les gens ont des mails, bien que ce soit un système du passé, selon ma fille qui a 18 ans. Mais cette mécanique-là, elle existe. Les informations, les données sont là. Donc la première chose, c'est de se dire, comment je fais pour répondre à mes clients? Ils vont m'envoyer des mails et je vais répondre. Alors ils vont me poster sur ma page Facebook ou sur Messenger, ils vont envoyer des questions, puis je vais répondre. Alors j'ai un ami très proche qui est directeur de sa propre entreprise et puis qui me dit, mais Pierre, là j'ai un souci, j'ai embauché une personne pour répondre aux questions. On ouvre notre service qu'à partir de 8h le matin et là les personnes, je les fais venir à 7h30 pour pouvoir répondre aux questions parce qu'il y a de plus en plus de questions. Aussi bien sur le répondeur téléphonique que par mail que sur Messenger. Et puis, maintenant, il a 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Et il en arrive à un seuil dans lequel il a presque une demi-douzaine de personnes. Il les fait venir à 6h30 le matin pour pouvoir traiter toutes les demandes qui ont été postées pendant la nuit. C'est juste du délire. Il me dit, mais les gens, voilà, j'ai mis cet outillage à disposition. Maintenant, j'ai une possibilité, c'est de fermer ce service-là. Voilà. Je répondrai aux mails, je commencerai à bosser qu'à partir de 8h, etc. Mais so what? Et alors, le business, comment il fait son business, ce brave homme? Les gens vont simplement aller ailleurs. On a tellement été habitués, et puis vous le connaissez ça très bien, vous-même qui êtes dans le domaine marketing, on a tellement été habitués à envoyer une question, et avoir une réponse. Pourquoi n'importe quelle entreprise, qu'elle soit grosse, moyenne, petite, très petite, ne le ferait pas? C'est ça, ils n'ont pas répondu. Donc voilà, toute cette mécanique-là, on a tellement été habitué en tant que consommateur, en tant qu'individu, à ce genre de mécanique-là, qu'on ne comprend pas qu'une entreprise ne puisse pas le faire, qu'elle soit grosse ou petite. Donc, dans le il faut, c'est pas tellement un il faut, ça serait dommage de ne pas traiter ces données-là, ça serait dommage de ne pas se poser ces questions-là, ça serait dommage de ne pas savoir ce qu'on peut faire, ça serait dommage, etc. etc. Et aujourd'hui, vous êtes là pour apprendre en partie de nos expériences, pour savoir ce qui a pu être fait. Et que ce soit de répondre la nuit, à travers, on y reviendra peut-être dessus, des chatbots ou des agents conversationnels, peu importe comment on les appelle, en fonction du degré d'intelligence qu'il y a dedans, de pouvoir détecter des comportements de personnes. Ce produit-là marche mieux, moins bien, cette campagne a mieux marché, moins bien marché. On peut faire des analyses statistiques, mais si quand j'arrive le matin à 8h, après m'être pris tous les bouchons, j'arrive avec les données qui sont déjà là, j'ai laissé une machine travailler ma place, finalement, pourquoi pas, plutôt que de faire travailler 5-6 personnes. Oui. Oui, j'ai une question, bonjour d'abord. Question de béotien, parce que j'ai jamais eu affaire avec vraiment des données, des traitements dont vous parlez. Mais qu'est-ce que je peux attendre en plus par rapport à une analyse statistique de base, style une ACP, ce qui est assez fréquent en marketing? Vous avez un petit peu répondu à l'instant là, mais si jamais j'ai une base de données consommateurs, par exemple, mes consommateurs achètent tel produit à telle fréquence pour tel prix, qu'est-ce que je peux attendre de plus chez vous ou avec ce système-là par rapport à une ACP classique, par exemple? Je peux essayer? Non, alors je pense que ce qu'il y a d'intéressant actuellement, quand on traite des données, comme vous le dites très justement, vous allez voir, vous avez traqué le comportement d'un client, et puis de voir, par exemple, s'il a acheté ce produit plutôt que celui-là. Ok. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre aussi sa manière de s'intéresser aussi à vos produits. Si par exemple, une personne, elle reste 20 minutes sur un site internet et puis qu'elle regarde 6 ou 7 produits, en fait, nous, c'est ce comportement-là qui va nous intéresser. C'est ces données-là qui vont nous intéresser. C'est pas quel produit il a acheté, à quel moment il va acheter. On vient compléter, en fait, par le comportement du consommateur. Ces outils-là vous permettront, en fait, de mieux apprendre à mieux connaître les personnes qui viennent visiter votre plateforme ou, on va dire, votre marque. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est quoi? En tant que marketeur, on l'a dit plusieurs fois avec David et puis on le dit souvent en classe, le marketeur, il veut quoi? Il veut apprendre qui il a en face de lui. Il veut connaître. C'est la connaissance
constante et permanente que nous, on essaye tous les jours d'avoir sur nos consommateurs. Aujourd'hui, on se rend compte qu'un consommateur, ça ne suffit pas de savoir s'il a acheté un produit, s'il l'a acheté parce qu'il est en action, etc. On a besoin vraiment de comprendre sa tendance, son comportement, qui il est vraiment, qu'est-ce qu'il va aimer demain. Et tous ces outils-là vont me permettre aussi d'élaborer peut-être une suppression de produits ou de mettre en place un nouveau produit qui va mieux répondre au marché. Donc, si vous voulez, la réponse que vous allez obtenir en faisant ces analyses de données, en utilisant ces nouveaux outils, on va dire, vont vous permettre d'avoir une plus grande connaissance. On accroît en fait le savoir. Après, bien sûr, Pierre et David pour le compléter de manière beaucoup plus technique, mais je pense que c'est ça un élément, je pense, important. Je voulais juste compléter peut-être aussi, on en parlait souvent, puis on avait fait un exercice là-dessus, où il est facile d'analyser une note, par exemple une notation sur un produit de 1 à 10, de 1 à 5. Donc ça, tu as 10 000 commentaires avec une notation moyenne de 3,5, avec temps à 1, temps à 5, note maximum, etc. Par contre, comment analyser les 10, 15, 20 000, 100 000, 1 million de lignes de texte, de commentaires de ces personnes? Et là, ça je l'ai découvert moi en travaillant aussi là-dessus, en écoutant avec Pierre, c'est que là, grâce à l'intelligence artificielle et machine learning, si je dis pas de bêtises, ou deep, je sais plus lequel des deux, c'est juste, là tu peux identifier les mots, les adjectifs, les sentiments, enfin il faut peut-être compléter, là c'est du language system, c'est un mix de tout ça. Donc on a cette capacité à ce moment-là d'analyser la donnée. Peut-être que Pierre va me confirmer ou infirmer ce que... Oui, ça va un peu... Non. Alors, il y a toujours une dimension statistique. Je ne dis pas ce qui a été fait n'est pas à poursuivre. On est bien évident. On rentre dans une dimension dans laquelle maintenant il va falloir. Je vais essayer d'enlever ce terme-là. On essaye d'aller une étape au-delà. Dans cette étape au-delà, comme tu le disais très justement, c'est l'analyse des données, des sentiments, typiquement. Et puis on a fait cet exercice-là au SAVI il y a maintenant quelques mois, en proposant un cas d'école. Analysons maintenant les commentaires qui sont des commentaires de revues d'Amazon. Donc on a donné ça aux étudiants pour pouvoir dire, voilà, il y a une revue, donc les gens mettent une note. 1 étoile, 0 étoile jusqu'à 5 étoiles. Ok, donc ça veut nous dire quoi? On a un critère. Et puis on s'est dit, les gens écrivent aussi une revue. Qu'est-ce qu'ils vont commenter le produit? Dans ce commentaire de produit, on va dire j'ai aimé ceci, j'ai pas aimé cela, ma fille a fait ceci avec le produit, puis ça a marché, ça n'a pas bien marché. Et puis on en a pris 13 000, je crois, des commentaires comme ça. Puis on s'est dit, finalement, on va voir parmi tous ces produits-là, il y avait à peu près 2000 produits différents. On s'est dit, parmi ces 13 000 commentaires sur ces 2000 produits, certains produits n'avaient qu'un ou deux commentaires, d'autres avaient des commentaires, etc. Et on s'est dit, on va voir ce qui va en ressortir. Et on a, avec l'analyse textuel, donc ce qui n'est faisable à travers que des systèmes qui font du natural language processing, désolé pour mon français, dans cette mécanique-là, d'être capable de dire, finalement, on se rend compte que des gens qui ont mis beaucoup d'étoiles, donc qui ont une propension à pouvoir recommander un produit auprès de leurs proches, en tout cas de faire savoir qu'ils aiment ce produit-là, on s'est rendu compte que ces gens-là, forcément, ne font pas les commentaires qui sont soit les plus longs, donc simplement en comptant le nombre de mots, tout bêtement, soit en utilisant un certain nombre de sentiments. Puis on s'est rendu compte que parmi des sentiments qui sont tels que la peur, le dégoût, la joie, la colère, etc., certains étaient présents plus souvent que d'autres. Donc, en faisant ces corrélations, de nouveau un élément statistique qui est relativement basique pour les étudiants qui étaient en master, en bachelor, même en bachelor, ils ont été capables de faire ça, et ça répond un peu à la première question en disant est-ce que tout le monde peut le faire? Oui, tout le monde peut le faire, il suffit d'être un peu guidé pour pouvoir le faire. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait ce type de corrélation, mais ça n'est possible, cette corrélation-là n'est possible qu'en utilisant un certain nombre de mécaniques qui sont, on va dire, complexes, ou du moins des mécanismes d'intelligence artificielle, pour faire simple, qui permettent de mettre en relation ces éléments-là. Donc l'intelligence artificielle en tant que telle, en tant que saint graal de l'analyse de données pour tout le monde, c'est un leurre. Il y a des journalistes dans la salle? Non, c'est un leurre, donc je vais m'arrêter là. Voilà, ce qu'on lit dans les livres ou ce qu'on voit dans les films à Hollywood, il faut un peu oublier, quoi. Aujourd'hui, le but est de pouvoir dire
Avec ces éléments-là, j'ai une autre vision. J'avais ma dimension qui était verticale. Ces produits marchent bien. Pourquoi ? Pourquoi ils marchent bien ? Quand est-ce qu'ils marchent bien ? Auprès de quelle population ils marchent bien ? Que disent les gens sur mes produits ? Ah, il est très bien, mais... Mais quoi ? Vous voulez faire lire 13 000 commentaires à une personne ? Bonne chance. Et je reviens au cas de mon ami qui était obligé d'embaucher du monde et puis il se dit mais finalement je ne sais pas comment faire. Mais laisse la machine. Les machines elles sont là pour cruncher. Qu'elles fassent le boulot, au moins qu'elles prennent 60, 70, 80% du taf. T'appuies sur un bouton puis ça te donne quelque chose. Et après tu analyses et toi tu es l'humain. Tu prends l'intelligence, elle est là, elle est entre les deux oreilles, elle n'est pas dans la machine. Je me permets juste de faire compléter la réponse et puis dire qu'on passe vraiment, comme disait Pierre, on passe donc d'une analyse, vous venez de dire, vous faites de l'analyse de composants principaux, si j'ai bien compris. Donc on passe d'une analyse qui pour l'instant reste de l'ordre du descriptif. Donc on prend une photo, on dit bah voilà, notre marché, il est comme ça en ce moment-là. Avec l'intelligence artificielle, on passe à une analyse prédictive. Donc on va dire, aujourd'hui il est comme ça, mais demain, ça sera comment ? Nous en tant qu'être humain, moi en tout cas, je n'ai pas des pouvoirs de magicien, je pense que, je sais pas. Mais la machine, non, elle essaye d'être un peu plus magicien. Et donc, elle essaie de trouver en fait des schémas récurrents qui nous permettent de dire ah bah voilà, aujourd'hui ça se passe comme ça, et puis demain c'est probable que ça se passera comme ça aussi, ou alors pas. Voilà. Donc on passe vraiment d'une analyse descriptive à une analyse prédictive. Et ça c'est vraiment la plus-value. Alors, moi, j'aimerais maintenant, on a parlé un peu de ce qu'on pouvait faire de ces données, mais moi, c'est la provenance de ces données qui m'intéresse aussi. On a tous des CRM, on utilise des sites web avec des moyens de tracking, avec des newsletters qui nous permettent de lire, savoir qui a ouvert, combien de temps il est resté dessus, est-ce qu'il a cliqué. Donc, on a aujourd'hui une masse de données. Alors déjà, sur cette masse de données, lesquelles est-ce que je peux conserver ? Combien de temps ? La loi évolue. Je sais qu'on a quelques contraintes à ce niveau-là, donc vous pouvez les exploiter. Si elles sont anonymisées, est-ce que ça complexifie ? Est-ce qu'on est obligé de les anonymiser ? Donc il y a quand même une question là déjà sur l'ensemble des sources de données. Alors, là, je s'appelle en effet à vous, David. Aujourd'hui, mon CRM, mon site web, mais les réseaux sociaux, c'est la grande majorité des sources de données. Est-ce qu'avec la mise en place de la GPDR qu'on va avoir au niveau européen ou au niveau suisse, est-ce que ces données-là, je suis aujourd'hui obligé de les anonymiser ? Et la question qui arrivera après, c'est est-ce que le fait de les anonymiser complexifie la gestion et le traitement de ces données ? Alors, c'est des magnifiques questions, comme le droit est magnifique. C'est vrai que le droit est souvent vu comme la chose grise. Là, je suis content d'être le seul en couleur, parce que ça montre que le droit peut être coloré. Ça peut aussi être vu comme le temps de ce mois de juin, ça peut être vu comme plein de choses. En réalité, le droit, oui, c'est une limite qui est posée dans l'intérêt de tout un chacun. Donc, alors, on voit pas ça comme intérêt du marketeur, par contre, comme intérêt du client et comme intérêt de l'individu, c'est le motif pour lequel on a posé certaines limites. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le droit de la protection des données n'est pas du tout nouveau. C'est-à-dire, en Suisse, la Suisse, c'est le premier pays au monde à avoir eu une loi en matière de protection des données. La LPD, la loi sur la protection des données, a été adoptée dans les années 80, entrée en vigueur dans les années 90, suite au scandale des fiches, pour les personnes qui connaissaient. Et c'était vraiment la première loi qui a posé les fondements, qui a été reprise après. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pas tant une évolution fondamentale comme beaucoup de gens la présentent en disant c'est une révolution complète, c'est une horreur, tout va prendre fin, c'est abominable. C'est en réalité un intérêt plus important des gens pour leur donner l'encadrement qui est plus clair, qui est clairement plus clair maintenant, aussi parce que les gens se rendent compte que, et c'est un fait, c'est ce qu'on a entendu, il y a de plus en plus de données qui sont traitées, ça c'est évident, il y a de plus en plus de moyens de les traiter, donc on peut en tirer des résultats de façon qu'on connaît par le machine learning, de façon qu'on connaît même pas par le deep learning. Il y a de plus en plus aussi de manières de les voler et de les prendre. Et c'est vrai que ça, c'est un des points centraux, c'est ce qui explique cette évolution en matière de protection des données, c'est justement le fait qu'on a beaucoup de risques. Chaque semaine, vous pouvez voir des scandales en matière de protection des données. Beaucoup de scandales sont en matière de sécurité. On vous vole des données. Il y avait British Airways qui s'était fait voler les données de 50 millions de consommateurs. Il y a Facebook qui sont pas seulement
récemment, qui sont un peu tout le temps dedans. Vous avez eu la dernière, c'était en mars avec WhatsApp. Pour tous ceux qui utilisent WhatsApp, bonne chance. C'est que des scandales qui arrivent où vous ne voulez pas votre entreprise. Et le marketing là-dedans et les possibilités de marketing sont là importantes. Maintenant, je vais venir sur votre question. On peut, comme on le faisait avant, sourcer les données de plein de manières différentes. Ça, on peut continuer. C'est-à-dire, que ce soit par le biais de cookies ou de pixels sur un site web, que ce soit par le biais d'informations qui sont issues d'emails ou de n'importe quoi, ou du CRM lui-même, on peut sourcer ces données de façon générale. Ça, on peut continuer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 grandes catégories de principes qu'il faut respecter dans ce cadre-là. Le premier, c'est la raison, la base juridique sur laquelle vous reposez. On voit là souvent le consentement. Souvent, on se dit on doit toujours avoir le consentement doit être libre, ça doit être en opt-in. Exactement, on va venir peut-être après là-dessus. C'est pas totalement vrai. On n'a pas toujours besoin du consentement. On a plein d'autres motifs justificatifs qui peuvent justifier un traitement de données. Ça peut être l'exécution du contrat avec la personne concernée. Ça, c'est un motif qui est notamment important. Si vous avez un ERP avec vos employés, c'est là sur cette base qu'on va le faire. Ça peut aussi être votre intérêt légitime. Et ça, c'est quelque chose qui, pour certaines activités de marketing, et là je dis bien certaines, pas toutes, mais certaines activités de marketing, suffit. Vous avez votre intérêt légitime d'entreprise à connaître votre client, à connaître le marché, à connaître différentes choses, par rapport à l'intérêt légitime de la personne concernée, donc la personne elle-même, à ne pas voir ces données utilisées de toute manière possible, et vous faites une balance. Et cette balance peut être dans l'intérêt de l'entreprise, qui pourra donc justifier ça. Ça, c'est le premier lot. Mais j'ai toujours intérêt à en connaître le plus possible sur Alors justement, d'où cette balance qu'on fait. Et ce qui m'amène, c'est un très bon point, au deuxième lot de règles. En plus de cette base juridique, vous devez respecter 6 principes. Il y a 6 principes cardinaux de façon simplifiée en protection des données, dont un central en matière de marketing, c'est la proportionnalité. Et c'est évident que c'est ça qui va limiter, entre guillemets, mais en réalité, c'est pas une limite, c'est un cadrage. Vous pouvez traiter les données qui sont d'une façon proportionnelle. Donc les données, vous avez besoin de certaines données pour connaître votre marché, vous avez besoin d'un certain traitement pour connaître votre marché, vous allez être limité par cette proportionnalité. Si vous vendez des chaussettes, vous allez peut-être vouloir savoir la taille des pieds des gens, j'imagine, les couleurs qu'ils aiment, etc. Vous n'avez pas à connaître leur orientation sexuelle. Ça, typiquement, c'est une donnée qui serait disproportionnée, on ne va pas la traiter, on ne va pas l'analyser, on ne peut pas s'amuser à prendre ça. Le dossier médical pourrait m'être utile, par contre. Alors, le dossier médical, c'est effectivement des gens se cassent les pieds ou savoir combien de personnes se cassent les pieds, ne peuvent plus mettre de chaussettes, ça peut être quelque chose. Ça, c'est vrai. Si c'est justifié et si c'est proportionnel, là, oui. Et c'est ce qui m'amène au dernier point par rapport à ce que vous avez dit sur les données anonymisées. Ce n'est de loin pas une obligation maintenant, logiquement, d'anonymiser toutes les données. Pas du tout. Contrairement à ce qu'on croit. Contrairement à ce qu'on... Il n'y a aucune raison. Mais, et c'est ça où c'est intéressant, c'est si vous anonymisez les données. Et il faut bien voir la chose anonymisée, pas seulement pseudonymisée, donc pas seulement les anonymiser un peu sur le papier, puis en fait en réalité on voit qui c'est, mais les anonymiser réellement. Là, vous pouvez faire tout. Vous êtes 100% libre. Dès le moment où vous avez des données anonymes, c'est des données qui ne sont plus soumises au droit à la protection des données. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc là, dans l'exemple qui a été donné, quand on examine des données pour savoir, les données Amazon typiquement pour savoir qui achète votre produit, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, etc. Ça, c'est des données qui peuvent parfaitement être anonymes. Vous voulez comprendre le marché, vous pouvez faire toutes les analyses du monde, mettre tout le deep learning que vous voulez, vous pouvez. C'est dès le moment où ces données sont reliées à quelqu'un, donc elles sont reliées à un consommateur donné, notamment dans le CRM, que là, vous allez devoir faire attention aux dispositions en matière de protection des données. Mais quand on parlait d'acceptation, par exemple, je prends une carte de fidélité dans un des grands distributeurs, ou bien une carte de fidélité à droite à gauche, où j'accepte en cliquant sur les cookies que voilà, là j'ai accepté. Et en signant sur cette carte de fidélité, j'ai accepté que mes données soient utilisées, revendues, etc. Donc, à peu de choses près, c'est approximativement ça, si je caricature. Alors, de nouveau, il faut bien se rappeler de ces 2 pôles que j'ai dit avant. Vous avez la base juridique, donc notamment le consentement. Deuxièmement, les principes, dont la proportionnalité. Et du coup, ça veut dire que même avec le consentement de quelqu'un, vous pouvez pas faire n'importe quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît, par exemple, en droit médical ou en droit du sport ou n'importe quoi. Si moi, je consens maintenant à ce que vous me cassez le bras, en réalité, si vous le faites, je pourrais quand même vous attaquer au pénal. C'est pas très sympa, mais je pourrais. En tant que tel, c'est la même idée. Si je consens, et ça, on a eu avec toute la thématique des analyses génétiques, par exemple, on peut pas consentir, en réalité, même si on le fait, ce n'est pas forcément valable de consentir à tout et n'importe quoi. Donc, il faut vraiment toujours avoir ces 2 points. C'est d'abord,
est-ce que je repose sur le consentement? Par exemple, les newsletters, c'est toujours le consentement. On ne peut pas se fonder sur autre chose. Donc là, il me faut le consentement. Les analyses d'ERP ou de CRM, ça, par contre, c'est souvent dans l'intérêt prépondérant. Donc je peux me fonder là-dessus. Sans consentement. Après, je dois toutefois être sûr d'être proportionné. Et c'est vrai que, et le dernier point aussi qui est important, ce qu'on a vu de plus en plus venir, c'est aussi la question de la transparence. Et ça, vous l'avez dit, la transparence est toujours nécessaire, qu'on soit sur le consentement ou pas sur le consentement. Et un exemple que j'aime bien donner, parce que j'ai vécu aux États-Unis et quand j'y étais, j'ai vu ce switch qui est passé aux États-Unis. C'est un pays qui, il y a 2 ans encore, n'en avait absolument rien à faire de la protection des données. Ils se disaient c'est n'importe quoi, c'est la bouillie pour les chats. On veut faire ce qu'on veut, c'est le marketing. Et il y a eu 3 scandales absolument incroyables qui sont arrivés il y a 2 ans. Dont un est assez intéressant, c'est avec les aspirateurs automatiques, donc les iRobot, c'est ces sortes de choses que vous posez le matin puis qui aspirent votre intérieur. On s'est rendu compte, alors ces aspirateurs faisaient ça, super, on s'est rendu compte qu'ils avaient la capacité de cartographier votre intérieur, donc ce qu'ils faisaient, et mieux encore, il y avait un algorithme qui comprenait là où vous aviez des meubles, là où vous n'en aviez pas, et donc là où vous pouviez en mettre, et lesquels. Et sur cette base, les personnes qui avaient ces aspirateurs recevaient des publicités très ciblées sur un type de chaise, un type de table qui rentrait parfaitement dans leur appartement. Ça a été un scandale, non pas parce que ça le faisait, là on pourrait imaginer que ce soit consenti. Non, c'est pas totalement dans l'intérêt du consommateur, ça n'a pas été vu pour ça, surtout parce que c'était pas transparent. Et il y a eu ces scandales, il y en a eu un autre avec Samsung, les TV Samsung, qui enregistraient tout ce qui se disait autour de la TV, ce qui est extrêmement problématique, parce que vous dites plein de choses quand vous êtes devant votre TV, vous pouvez être énervé en matière de politique. C'était pas transparent, ça a été un scandale. Et vous avez plein de scandales qui arrivent parce qu'on n'est pas transparent, parce qu'on fait plein de choses, mais on le dit pas. Et ce qu'il faut toujours se rappeler, c'est qu'il faut, dans la mesure, toujours dans la mesure du possible, informer de ce qu'on fait. Quand on informe, on peut alors faire plein de choses. Du coup, on se protège aussi en informant. Clairement. Okay. Merci beaucoup pour ce complément. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui. Oui, j'avais une question. Puisqu'on parle de transparence, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une forme d'éthique auprès des gens comme vous qui allez analyser des données pour ne pas faire tout et n'importe quoi avec ces données, sachant que le consommateur, lui, n'est pas averti et n'est pas au courant de ce qui va être travaillé? Est-ce que vous avez de l'éthique? Alors. Ça dépend. Non, la réponse est oui. Il y a même un courant très fort qui se dégage de plus en plus, et depuis déjà aussi un certain nombre d'années, en disant mais finalement les sociétés qui travaillent dans notre domaine, dans lequel on est dans la mise à disposition, j'emploie le terme algorithme ou des solutions ou quelque chose qui est capable de cruncher les données. Le but est justement de ne pas tomber dans ces travers-là, de ne pas se faire justement de la mauvaise publicité en disant ben voilà, on vous écoute, oui, mais c'est pour votre bien, pour ceci ou cela, ou comme dans le cas d'iRobot, de dire ben voilà, le Roomba se promène et puis finalement connecté à Ikea ou autre, et ben on arrive à vous proposer des produits. Donc le but du jeu est d'avoir cette transparence-là. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, elle est relativement basique, c'est que plus on est transparent, plus on a la capacité à être jugé comme le droit. Hein. Le droit est décrit et tout le monde peut le voir. Hein. Après l'interpréter, c'est encore une autre chose. Il faut être un peu versé dans les bons termes. Le but est de se dire, voilà, si on fait ce genre de choses, on a la capacité à admettre l'éventuelle erreur. Et donc, entre autres, RGPD et ces droits-là sont capables aussi de dire, là, on a un certain droit à l'oubli. Donc, on a cette mécanique-là. Le deuxième élément, pourquoi on le fait? Parce que c'est aussi un facteur différenciateur. Aujourd'hui, il y a une sensibilisation auprès du public sur tout ce qui est le futur de nos enfants, des enfants de nos enfants, etc. Et de se dire, si maintenant on n'offre pas cette transparence-là, ou du moins un certain degré de transparence, sans dévoiler des secrets d'alcôve, on a du mal à être crédible. On a du mal en disant je veux bien prendre votre boîte noire, mais finalement, comprenez, je vous donne mes données, je ne sais pas où elles vont, je ne sais pas ce que vous faites avec, je ne suis pas sûr qu'elles ne terminent pas ni en Chine, ni en Ukraine ou ailleurs, ou
ou même dans des mains qui sont indélicates, hein, dans les pays occidentaux tels qu'on les connaît. Donc cette image-là, il faut être capable de la donner. Comme les entreprises que vous êtes, vous avez des rapports pour les entreprises qui sont plus grosses ici, un Sustainable Report, vous avez tout ce genre de choses qui doivent être là. Donc ça fait partie de la manière de cost of doing business, hein, comme on le dit en bon français. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire. Et c'est un élément qui est même critique dans le domaine de l'intelligence artificielle pour deux raisons. On parlait tout à l'heure d'anonymisation, et je rebondis sur ce point-là. Anonymiser des données dans l'intelligence artificielle, c'est une bonne et une mauvaise chose. C'est une bonne chose parce que ça permet justement de faire tous les traitements que l'on veut faire. D'autre part, on peut perdre un certain nombre d'informations. Mais il faut accepter cette perte-là pour le bien de la solution. Et le système, et on parlera peut-être du droit d'usage à un moment donné ou un autre, hein, c'est dire si on anonymise les données, si moi je décide que les données de Pierre Kaufmann de Facebook, je veux les supprimer, eh bien tous les systèmes qui sont basés sur ces données-là doivent supprimer mes données, ou j'aimerais bien que ces données-là soient supprimées. Misère, ça en fait un petit paquet. Hein. Et puis il y a tout un tas de systèmes qui n'ont pas été construits pour ça, et il y a tout un tas de systèmes qui vont me dire basta. Hein. Donc il y a l'éthique est très importante de pouvoir se dire aujourd'hui, quand on commence à construire des systèmes d'intelligence artificielle, hein, plutôt que de prendre le petit geek au coin de la rue qui va nous faire une petite solution basée sur de l'open source, pour reprendre le terme de tout à l'heure, il doit y avoir des gens qui ont une certaine assise et qui comprennent quelles sont les implications de ces éléments-là, plutôt que de faire par n'importe qui un peu n'importe quoi. Parce que finalement, ce sont vos données, c'est potentiellement votre mine d'or ou votre source d'eau fraîche, ou peu importe l'image que vous en prenez, mais c'est à vous. Ce sont les données de vos clients, donc protégez-les. Hein. Je pense que, comme tu le disais, je vais vous laisser répondre, c'est aussi un argument finalement marketing. C'est que si on veut pouvoir recueillir des données en toute transparence, il faut qu'on soit transparent avec ce qu'on en fait. Donc ça devient finalement peut-être aussi un argument positif de dire on est non seulement écologique, on recycle, mais aussi on traite vos données de manière éthique. Et puis peut-être pour compléter, c'est vrai que l'éthique, on la voit assez fréquemment, l'éthique vient avec la sanction. Et c'est à cause de ça que les sanctions ont été prévues. C'est-à-dire, le droit à la protection des données est maintenant mis au même niveau que le droit à la concurrence il y a 10 ans. Il y a 15 ans ou 20 ans, c'était totalement normal de se faire des réunions à Gstaad, dans des chalets avec tous les concurrents et de se dire on va faire ça dans le futur. Aujourd'hui, vous faites ça, vous avez 20 millions de francs d'amende. C'est pas super. Le droit à la protection des données, c'est la même chose. Simplement que c'est plus récent. C'est-à-dire, avant, même si les règles existaient, on se disait non, mais bon, on fait ça. C'est un peu dans l'intérêt du client de savoir quel meuble il veut chez lui. C'est super, on aime bien. Donc, on peut faire ça. Et c'est vrai qu'en droit suisse, toujours actuel, l'amende maximale que vous pouvez avoir, c'est 20 000 francs. Donc, très fréquemment, et ça moi je le vois beaucoup, parce que je fais énormément de droit du travail, de protection des données appliquées au droit du travail, très fréquemment même l'employeur a intérêt à violer toutes les règles de protection des données parce qu'il va plus en gagner que de le respecter. En droit européen par contre, là vous avez une toute autre réflexion qui a été prise pour justement assurer cette éthique, parce qu'il faut savoir que le droit européen, le RGPD, a été adopté notamment pour venir un peu cadrer les activités de marketing, cadrer les GAFA, qui avaient certaines tendances à vouloir faire un peu trop. Dans ce cadre-là, les amendes qui ont été posées, c'est 40 millions d'euros ou, si c'est supérieur, 4% du chiffre d'affaires mondial. Et ça, c'est quelque chose qui calme. Et on a vu dans la pratique depuis une année, parce que ça fait une année à peu près que le RGPD est en vigueur, l'essentiel des sanctions qui ont été prises en matière sous l'angle du RGPD sont notamment liées au marketing spécialement. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant, c'est que c'est justement ça qui a été l'axe. C'est ça qui a été l'axe principal, parce qu'il y a un potentiel énorme, mais ce potentiel, on veut le cadrer. Parce qu'une fois, si vous avez trop d'informations sur quelqu'un, si vous traitez trop d'informations d'un point de vue éthique, il y a un problème. Mais le vrai problème, c'est que si ces informations sont volées ou perdues, elles le sont pour toujours. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit vraiment. Encore, les États-Unis, il y a eu un scandale aussi il y a 2 ans avec une société qui s'appelle Equifax, qui est une société de credit scoring, donc qui examine la solvabilité des gens, qui s'est fait voler le numéro de sécurité sociale de 50 millions de consommateurs. Et le numéro de sécurité sociale aux États-Unis, comme le numéro AVS, mais boosté, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec, vous pouvez acheter une maison quand vous avez, au nom de la personne, lorsque vous avez son numéro de sécurité sociale, et ce numéro ne change jamais. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez 50 millions de personnes aux États-Unis qui ont ce numéro-là
dans la nature et qui peuvent donc à tout moment se faire personnifier par quelqu'un d'autre. Et ça, c'est ce qu'on veut éviter d'un point de vue éthique et c'est ce qu'on veut éviter d'un point de vue légal. Il y a un aspect qui est intéressant, vraiment très intéressant dans cette question et qui ressort un peu du point de vue marketing. Là, je prends un peu ma casquette aussi d'académique. Parce que les données sont c'est vraiment un point critique aussi pour la science. Parce que cette question d'éthique, quand on parle de données, on parle d'information. Et quand on parle d'information, on parle, et comme disait justement Pierre tout à l'heure, on est obligé en fait d'enlever des informations. Donc on perd d'informations, on a une perte d'informations. Mais une perte d'information veut dire aussi une perte de connaissance. Et la connaissance, si vous voulez, est ce qui nous permet d'avancer et d'aller au-delà. Donc l'éthique des données, je le vois aussi à l'université, depuis peu de temps, on a commencé à mettre en place toute une commission d'éthique pour des questions qui de plus en plus vont traiter des données personnelles. Donc il s'agit, dans quelle mesure en fait on peut limiter la science et donc les avancements de la science pour protéger l'individu, et dans quelle mesure l'individu a le droit de bloquer une connaissance qui appartient à l'humanité, parce que la science c'est pas un produit d'une boîte. Alors vous voyez que là vous venez vraiment poser une question d'actualité et très très critique en ce moment, et qui ne touche pas que au marketing. Vraiment va au-delà. Il y a même des questions propres à l'intelligence artificielle. Pensez par exemple une voiture qui se conduit toute seule. Elle doit choisir si faire mourir les 4 personnes qui sont dedans ou les enfants qui traversent la route. On va faire quoi ? Juste sur ce point-là, juste pour faire une petite digression de quelques secondes, il y a des articles qui sont assez intéressants, qui sont sortis en début d'année ou fin d'année passée, qui répondent à cette question-là et qui répondent en fonction d'un certain nombre de pays. La réponse dépend énormément de la culture. Dans des pays qui sont plus latins, faire mourir les 4 personnes, c'est le bon choix à faire en les faisant vivre les enfants. Dans d'autres pays qui sont peut-être plus en Asie, c'est l'inverse. Et même dans des régions géographiques, certains pays répondent différemment d'autres. Il y a des choses qui sont assez intéressantes. Et presque on en arrivait avec la question philosophique que tu posais là, c'était de se dire, y a-t-il seulement une bonne réponse ? Et je pense qu'on est confronté à aussi notre limite en tant qu'être humain pour être capable de faire ce genre de choses. Mais il est vrai que, juste pour boucler sur la question, que l'éthique devient un élément clé. Et aujourd'hui, Dieu merci, si Dieu il peut quelque chose, cet élément-là est pris suffisamment en avance maintenant par un certain nombre de sociétés. D'autant que ce sont des sociétés qui sont, comme peut-être les vôtres, des sociétés qui ne sont pas nées dans la bulle Internet et qui sont allées gaiement et pour lesquelles ils se sont construits vraiment en utilisant les données personnelles à tout crin, quoi. Donc, sachons aussi dans la vieille Europe comment, et puis j'inclus la Suisse dedans, même si je suis français d'origine, alsacien pour dire, même si on met ces éléments-là en vision avec la nature même de la culture dans laquelle on a vécu, enfin en tout cas pour un certain nombre d'entre nous, on se dit, on peut quand même pas tout faire. On a vécu suffisamment de troubles en Europe dans le siècle dernier qu'on ne va pas se lancer maintenant des machines qui vont faire ça à des dimensions qui sont juste sans limite. Alors là, on entre presque dans du débat philosophique. On va revenir terrain et plus concret. Moi, j'ai donc ma base de données que me rend mon système de gestion newsletter. J'ai mon CRM, j'ai mon site web qui fait de l'inbound, qui fait un peu de promo. J'ai mes advertising à droite à gauche. J'ai des données qui sont sur des systèmes différents, qui proviennent d'origines différentes, donc qui sont traduites différemment par la technique qui est derrière. Je pourrais même théoriquement avoir un call center où j'enregistre les appels, qui retraduisent ces appels en arguments, puis sentiments positifs, négatifs. Concrètement, j'ai ces silos de données qui proviennent d'origines différentes
comment aujourd'hui vous accompagnez, on pourrait techniquement faire et mettre en place un système qui permette de réunir ces données. Le jour où au téléphone, lorsque mon client sort un mot-clé, et je sais que quand il dit ce mot, ça interagit, je sais qu'il va dire ça ensuite, je peux anticiper sa réponse, je peux faire du prédictif en live si on veut bien. Est-ce qu'on y arrive? Est-ce qu'on est loin d'y être? Ou est-ce qu'aujourd'hui ça existe déjà? Alors oui, ça existe. Ça existe. Des gens ont investi beaucoup d'argent pour pouvoir faire en sorte que ces systèmes-là existent, pour être en place. Si ça demande un travail qui est assez, enfin ça leur a demandé un travail qui était très lourd, justement à pouvoir casser ces silos, beaucoup de systèmes informatiques, et puis ceux qui sont dans votre entreprise sont comme ça, sont beaucoup de silos les uns à côté des autres, sans relation. Et comme je le disais tout à l'heure, en prenant cet exemple-là, aujourd'hui on est au musée olympique, on est dans la salle, je ne sais pas quel est son nom, voilà, une information. Il y a aussi une adresse qui peut être le 1080, je ne sais pas trop quoi, blablabla, à Ouchy. Il peut y avoir des coordonnées GPS. Si nous, on regarde, en tant qu'être humain, on regarde une carte, on se dit, c'est le même endroit. On corrèle, pour revenir aux statistiques, on corrèle ces informations-là naturellement, parce qu'on a été habitué à ça. La machine, elle connaît que Pouic, elle ne comprend rien, quoi. C'est de nouveau que du plastique et du métal mis ensemble. Donc, ni plus, ni moins. Donc, le challenge qu'il y a là derrière, c'est déjà de faire ce premier travail, d'arriver à mettre ces éléments-là ensemble et de se dire finalement, de quoi on parle. C'est quoi? On parle de cette salle-là, etc., qui se situe ici. Donc c'est une adresse, il y a ce concept-là. Et une fois qu'on arrive à mettre ces éléments-là, donc j'ai mes produits, j'ai mes clients, j'ai mes prospects. Ils sont encore ailleurs. Les prospects, ils sont chez Salesforce. Zut, il va falloir que je les rapatrie de Salesforce. Oui, et puis j'ai le call center. Mince, et puis Messenger. Oh là là. Donc il y a un travail, comme le disait David, juste pour donner au doigt mouillé l'expérience que l'on a. De faire ce travail, de prendre les données, d'arriver à faire le nettoyage, de pouvoir les mettre ensemble et de pouvoir commencer à les analyser, c'est à peu près 80% du temps d'un projet d'intelligence artificielle. Donc imaginez, la semaine commence le lundi et vous devez avoir fini le vendredi. Votre informaticien, votre data scientist et tous les gens à qui vous avez donné la mission de dire « So what ?» Il y a quoi comme données là? Eh bien, ils arrivent le vendredi matin en disant enfin on y est, on va pouvoir commencer à bosser. C'est chaud. Hein. C'est un gros travail, puis comme on l'a dit, on avait pris l'exemple d'un horloger qui avait essayé de faire ça, et finalement, le résultat, il n'a rien pu en faire. Alors, et ça c'est un cas très très concret, c'est un système de production, plusieurs étages, je veux dire, on assemble les mouvements, on assemble tout un ensemble, 14 grosses étapes, énormément de données qui viennent des systèmes de production pour pouvoir lier les informations. Mais entre chacune des grandes étapes, aucune information ne circule. Donc on est incapable de savoir que le mouvement de telle montre a été mis dans tel boîtier. Quelque chose d'aussi simple que ça, aucune idée, rien. Et pourtant des données, il y en avait, mais alors une foultitude. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc on en revient à la finalité. Quel est le but? Le but, c'est de pouvoir savoir quand est-ce que la montre a été vendue et où elle a été vendue, à qui elle a été vendue et quel est le problème. Le problème, c'est un problème d'étanchéité du boîtier ou un problème du mouvement, etc., etc. Et j'ai envie de faire une campagne de rappel. Qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être prévenir ce client-là parce que je suis en relation avec ce client-là à travers une carte de loyauté qui est encore dans un autre système, etc., etc. Donc de faire toute cette mécanique-là, ça demande un certain travail. Donc Dieu merci, un certain nombre d'entreprises comme Cogniprice et d'autres ont commencé à travailler et à mettre en place un certain nombre de mécaniques de ce type-là pour pouvoir accélérer ce traitement-là et pouvoir faire ce genre de liaison-là. Mais il reste toujours, quand vous avez jamais travaillé réellement vos données, il reste toujours un travail de base à réaliser, comme le disait très bien Vanessa en introduction, pour pouvoir dire, avant de viser la Lune, on va déjà essayer ne serait-ce que de traverser le canton, ce sera déjà pas mal, et avec ça, on aura déjà fait un bond en avant parce qu'on ne sait même pas qu'on a des données. Donc, plutôt que de rester chez soi, essayons d'aller un peu au-delà de ces éléments-là pour chercher à analyser ces données-là. Mais ça, c'est tout à fait faisable. De nouveau, c'est une question d'ambition, des moyens qu'on met derrière ces ambitions-là. Ok.
merci beaucoup. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors, j'ai juste encore quelques questions pour peut-être arriver au bout. On a parlé donc de beaucoup de nouvelles choses, que ce soit en termes de droit, que ce soit en termes techniques, en termes de décision marketing. On a vu que finalement, grâce aux données, si elles sont bien structurées et utiles, on peut faire beaucoup de choses, et tout en respectant les intérêts du client derrière. On peut choisir de retirer un produit du catalogue, on peut choisir de lancer une campagne de rappel, une campagne de promotion ciblée. Beaucoup de décisions marketing peuvent découler de ces données, pour autant que les données soient bien réfléchies déjà à la base. Donc ça veut dire que là, c'est beaucoup aussi de nouveaux métiers, c'est beaucoup de nouveaux profils. Aujourd'hui, ces profils-là, moi qui travaille pour quelques écoles de la région, je ne les forme pas. Où est-ce que vous les trouvez? Quels sont les profils? Quels sont les métiers dont on va avoir besoin aussi demain? Que ce soit en termes peut-être de marketeurs avec profil spécialisé RGPD, ou bien des data scientists, ou bien, etc. Ou est-ce que l'ordinateur, finalement, va tous nous remplacer et c'est fini? Alors non, je pense que vraiment l'ordinateur ne va pas nous remplacer d'ici un bon bout de temps. Maintenant, on le sait et tout le monde en parle, et les médias aussi alimentent cette tendance. Effectivement, il y aura un changement. On vit actuellement aussi un changement d'un point de vue professionnel. Beaucoup de métiers vont se modifier. Pas forcément se supprimer, mais se modifier, certainement. On va être mené, par exemple, si on prend l'exemple de ce soir, on parle de data, de marketing, de données. Aujourd'hui, on a une telle masse de données qu'on se rend compte que l'outillage et les personnes qui ont traité des données jusqu'à présent, ça ne suffit pas. Il y a une évolution, tout simplement. On passe sur des outils plus performants. Donc, du coup, on va demander à des gens avec d'autres profils de pouvoir aussi travailler dans ces domaines d'activité. Si je prends l'exemple aussi des marketeurs, enfin des gens du marketing, les générations futures, déjà maintenant ils commencent, mais de plus en plus, justement, ils devront travailler étroitement avec des data scientists, avec des gens qui vont travailler plus dans la technique, etc. Et non seulement il y a l'évolution de ces nouveaux métiers, mais il y aura des nouveaux métiers parce qu'entre les gens du marketing et de la communication, etc., puis c'est, on va dire, geek, il va falloir quand même comprendre les langages. Parce que si même eux, à l'interne, ils vont pas réussir à se parler, ça peut être très compliqué. C'est des langages aussi différents. Et du coup, je rebonds sur l'importance de former toutes les personnes qui travaillent actuellement, mais aussi les jeunes générations qui sont nés avec ces nouvelles technologies. Donc pour eux, c'est important de les accompagner. Et du coup, comme Stéphane le dit très bien, il travaille dans beaucoup d'écoles, il accompagne beaucoup de projets dans la formation, etc. Moi-même, David, à l'université, encore plus, dans l'académique. Je pense qu'on a une grande responsabilité. Je pense qu'il faut vraiment mettre en place une structure et transmettre justement ces savoirs aux générations futures, mais surtout aussi à nous. Parce que quand on va aujourd'hui dans des sociétés, on se rend compte qu'il y a un énorme travail d'éducation, en fait, d'accompagnement, de connaissances qu'on doit apporter dans les sociétés par rapport justement à la gestion de toutes ces thématiques. D'où l'importance aussi de concevoir de plus en plus de formations qui sont plus dans cette direction-là. Alors évidemment, les écoles, les PFL, l'Université de Lausanne, l'HEIG et bien d'autres préparent déjà le terrain pour les nouvelles générations. On voit aussi qu'à partir de 2021, dans les écoles obligatoires, il y aura l'obligation d'avoir des cours d'informatique. Donc, et du coup, qui dit informatique dit plus de mathématiques, probablement plus de statistiques, de cours de statistiques, etc. Donc ça se prépare, hein. On met un peu de temps à mettre tout ça en place, parce qu'on n'est pas tout le temps, on peut difficilement anticiper ce genre de choses, mais je pense qu'aujourd'hui, la chose qu'il faut ressentir, autant que chef d'entreprise, autant de responsables d'entreprise, et surtout au niveau des écoles, etc., il faut vraiment se sentir responsable des formations qu'il faut mettre en place pour nous préparer au marché et justement à cette innovation des métiers, en fait. Justement, vous parlez d'éduquer. On va revenir sur des bases de marketing. Vous peignez un paysage idéal, mais on est en 2019. Il y a encore plein de sociétés qui font des factures avec des grilles Excel. J'ai même vu des sociétés où la dame ou le monsieur qui utilise la grille Excel fait ses calculs avec une calculatrice.
On a encore du fax, on a encore plein d'outils qui nous font penser qu'on n'est peut-être pas dans le bon siècle. Comment vous allez faire le marketing, cette sensibilisation? Je parle bien au-delà de la formation, pour amener les gens à la digitalisation des entreprises. Parce qu'en fait, ce qui vous relie, c'est ça, même pour le droit. On va revenir aux fondamentaux. Comment on amène une société, une PME, revenons sur ce tissu économique qui nous caractérise ici en Suisse, à s'intéresser à la digitalisation et après, du coup, pourquoi pas, à l'usage de la data? Je pense que effectivement, il y a encore, et à quelque part, tant mieux, qu'il y ait encore des sociétés qui utilisent des systèmes, on va dire, qui appartiennent à hier, et pas aujourd'hui ni à demain. Il y a des métiers aujourd'hui qui ont peut-être moins besoin de prendre ce virage immédiatement dans le digital, dans la data, etc. etc. Ils sont moins mis en avant, en fait. Ils peuvent encore rester dans ce pseudo-confort, on va dire, qu'ils ont, cette connaissance. Parce que les gens, l'être humain, je pense fondamentalement, on n'aime pas le changement et ça nous effraie et c'est difficile de l'accepter. Maintenant, je pense que tôt ou tard, même ces sociétés qui aujourd'hui n'utilisent pas ou qui utilisent un fax plutôt qu'un mail, etc., ils vont devoir quand même s'adapter. Un minimum, mais c'est pas Vanessa Soriano ou Connie Price ou lors de cette séance ici, qu'on le dit, ça va de toute façon s'infiltrer de plus en plus dans notre quotidien, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Donc aujourd'hui, le discours qu'on doit se poser, c'est pas la question qu'il faut se poser et la discussion qu'il faut avoir, c'est non pas est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, est-ce que c'est bien d'utiliser, mais comment je peux faire pour que dans mon entreprise, je garde les valeurs que j'estime importantes auprès de mes employés, etc., mais que je puisse prendre aussi ce virage technologique, parce que, de nouveau, qu'on le veuille ou non, c'est là, c'est déjà là, c'est déjà installé. Et il y a peut-être un point aussi, c'est très juste, là le droit a peut-être aussi sa petite chose à faire là-dedans pour pousser les gens à partir dans le numérique, ce qui est bien, et là c'est un des points où la Suisse, alors comme le droit européen, mais là le droit suisse est assez en avant, c'est pas mal, parce que vous avez plein de possibilités de justement numériser, et de ne pas garder des cartons entiers d'archives que vous devez mettre n'importe où et qui vont brûler horriblement ou que vous allez perdre. Le droit suisse le permet, vous pouvez tout numériser, on peut tout conserver. Si vous êtes chef d'entreprise, vous connaissez sûrement par cœur l'article 958F du Code des obligations, qui est cette obligation de conserver pendant 10 ans tout ce qui se rapporte à votre comptabilité. Si votre comptabilité est en papier, c'est horriblissime. Si votre comptabilité est totalement numérisée, c'est beaucoup plus simple. Et c'est clair qu'à mon sens, le droit, en tout cas, amène à ça. Le législateur le permet véritablement d'abandonner le papier. Et pour faire le lien avec la protection des données, c'est aussi une nécessité en matière de protection des données. Parce que un des grands principes fondamentaux que vous avez en protection des données, j'avais parlé des 6 principes cardinaux, un, c'est la sécurité, et l'autre, c'est l'exactitude. Et c'est clair que lorsque vous avez des données numériques ou numérisées, l'exactitude est un peu plus simple à garantir, vous pouvez mieux mettre à jour, etc. Quand vous avez du papier, pas tellement, et surtout pour la sécurité, là, et paradoxalement, souvent, ce qu'on voit l'aspect numérique ou numérisé comme étant un risque énorme pour les données, en réalité, tout ce qui vous permet également de crypter assez facilement vos données numérisées, c'est un coffre-fort que vous avez chez vous. Vous n'avez plus besoin d'avoir un safe de 20 tonnes dans votre bureau, vous pouvez simplement avoir des données cryptées. Et ça, c'est quelque chose auquel je viens très souvent pour dire, c'est vraiment de dire la numérisation apporte cette garantie en termes de sécurité. Et ce qu'on voit, je l'ai dit avant, j'avais commencé en parlant des scandales, le 80% des scandales qu'on voit en matière de protection des données qui ont des effets négatifs sur une entreprise, c'est en termes de sécurité. C'est parce qu'on s'est fait voler des données. Et garantir la sécurité de données, ou en tout cas espérer la garantir au mieux possible, c'est quelque chose qu'on peut relativement facilement faire avec certains programmes, quelque chose qu'on peut plus difficilement faire avec le papier. Et c'est clair que là, à mon sens, c'est quelque chose qui amène. Et peut-être pour finir sur ce que vous aviez dit avant sur la formation, une chose très intéressante que je trouve, c'est dans le futur, c'est pas... Alors, il faut former évidemment, puis il faut être sûr qu'on forme, mais ça avance très vite, qu'on soit en technologie ou en droit, et c'est évident qu'on peut pas, alors on n'est pas magicien, effectivement, on l'aime, on l'adorerait, on aime les lapins, mais on l'est pas, mais on aimerait, on sait pas exactement où on va. Et
un des points qui, à mon sens, est important à voir, c'est plus cette communication entre les différents domaines et la possibilité de travailler en équipe. Et ça, c'est quelque chose que je vois très fréquemment au sein d'entreprises. C'est dès le moment où vous avez un mur en béton entre le legal et l'IT, par exemple, c'est là où vous aurez des problèmes. C'est là où vous allez avoir des lots de données qui sont perdus n'importe où. C'est là où vous allez avoir des gens qui concluent des contrats que vous ne voulez pas. C'est quelque chose qui ne va pas. Par contre, si vous avez une équipe au sein de l'entreprise, et à cas échéant avec des externes, mais au sein de l'entreprise, qui va réussir à faire le lien entre ce qui est IT, ce qui est légal, ce qui est marketing, ce qui est plein d'autres choses, c'est là où vous arrivez à savoir. C'est là où vous arrivez à identifier. Puis on a parlé avant d'identifier les données, donc d'identifier quelles données vous aviez. Ça, c'est une exigence en termes d'analyse que vous savez, mais c'est une exigence légale. C'est-à-dire, vous avez une obligation légale d'identifier les données que vous avez. De faire un data mapping, c'est quelque chose d'obligatoire. Vous devez savoir quelles données vous avez. Et c'est uniquement si vous avez une équipe, si vous avez une communication au sein de l'équipe, que vous allez pouvoir le faire. Et ça, c'est un des points centraux. Merci pour la réponse détaillée. Je ne sais pas Thierry, si tu as d'autres questions. Oui, j'en ai encore une. On va venir dans un cas de figure très très concret pour revenir sur l'origine des data et la spécificité de la Suisse. Dernièrement, j'ai rencontré une société qui s'est dit, ben voilà, moi j'ai un carnet d'adresses, comme nous tous, hein, dans le smartphone ou mon fichier client, et j'ai très envie de communiquer sur la sortie d'un nouveau produit. Je vais tout mettre ça dans un outil d'emailing et j'y vais là comme ça, la fleur au fusil. Qu'est-ce qu'on répond à une société qui pense être dans son droit de se dire mais c'est normal, ces data, c'est moi qui les ai récoltés, j'ai encore jamais mis en place un outil d'emailing. Allez, j'y vais, j'annonce la sortie de mon produit au travers d'une campagne d'email marketing. Alors, on peut avoir plein d'espoir dans ce qu'on veut faire. Je peux donner un autre exemple qui est en lien. J'ai un client qui m'a posé il y a 3 semaines une question, c'est une assez grande chaîne de magasins, qui voulait prendre toutes les données qu'elle avait dans l'ERP, donc sur ses employés, donc 100% des données, donc y compris tout ce qui était arrêt maladie, etc. Et quand l'employé partait de l'entreprise, les basculait dans le CRM pour en faire justement un consommateur et le comprendre. Et là, alors c'est une splendide idée, elle était partie fleur au fusil. Malheureusement, j'ai dû lui enlever toutes les fleurs de son fusil et lui dire c'est pas possible. Et ça, c'est vrai que c'est... Généralement, je ne réponds pas le c'est pas possible. On cherche toujours des moyens. Et puis en protection des données, il faut savoir qu'il y a toujours des moyens. Souvent, pas toujours. Il y a souvent des moyens. Mais là, typiquement, ce n'est pas possible. Lorsqu'on a un lot de données et qu'on se dit on va faire un emailing pour informer quelque chose, il y a des possibilités, ça c'est évident. Mais ça amène plus à la question antérieure de savoir comment est-ce qu'on a récolté ces données et ce qui a été dit. Et c'est là où c'est important de préparer la récolte de données. C'est-à-dire, vous avez à la fois des données que vous avez déjà, ça c'est vrai, mais vous avez surtout tout un lot de données que vous n'avez pas encore et que vous allez récolter. Et pour vous assurer de pouvoir les utiliser, ces données, c'est au moment de préparer la récolte qu'il faut se poser toutes les bonnes questions, qu'il faut se poser les questions de l'information, qu'il faut se poser les questions de est-ce que j'ai le consentement ou pas, ou est-ce que je peux reposer sur autre chose, et qu'il faut reposer sur le est-ce que c'est proportionnel, est-ce que finalement je peux récolter ça ou pas. Pour les données qui existent déjà, là, il faut interpréter de nouveau la façon dont vous les avez récoltées. En droit suisse actuel, on a alors la chance ou la malchance, mais d'avoir encore un flou qui existe sur certaines possibilités où l'emailing est un peu plus simple qu'en droit européen. C'est quelque chose qui va changer très rapidement en droit suisse et qui a déjà changé en droit européen. Donc là-dessus, pour votre exemple de la personne qui a tout ça, je conseillerais pas nécessairement d'envoyer un emailing à l'entier de sa base de données, surtout qu'en droit suisse, ça peut être pénal aussi si vous faites ça, selon la loi sur la concurrence déloyale. Mais par contre, d'envoyer ça, typiquement, de déjà faire un tri dans ces données, dans ces informations, de ces contacts, et de se dire, ces personnes-là, j'ai récolté cette donnée en lien avec le sujet, là, je peux envoyer. Là, c'est possible. Par contre, si j'ai récolté une donnée, si j'ai la donnée de mon médecin dans mon téléphone, c'est super que je lui envoie, peut-être ça l'intéressera, mais je n'ai pas récolté ces données pour ça. Donc là, je dirais plutôt non. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as encore une question. Je voulais juste en profiter peut-être juste pour briser un dernier mythe, parce qu'on en parlait tout à l'heure, la RGPD européenne donc, qui s'applique sur le droit suisse. Typiquement, j'ai des clients français, allemands ou anglais ou autres, selon ce que j'ai entendu dire, et on entend beaucoup de choses sur la RGPD, vu que ce sont des Européens en Suisse, ils sont soumis à la loi européenne. Mais on en parlait tout à l'heure. Tant qu'ils sont sur le territoire suisse et qu'ils restent en Suisse, je peux en faire ce que je veux. C'est des moments où ils retournent dans le pays. Juste m'éclaircir sur ce point, parce que
Alors, peut-être en prémisse, je peux faire ce que je veux, là, on peut pas exactement. De toute façon, on pourrait pas, même en droit suisse. Le droit suisse existe en tant que tel. Par contre, ce qui est très vrai, c'est qu'il y a énormément qui a été dit autour du RGPD en disant « c'est terrible, il rentre en vigueur en Suisse, machin, machin ». C'est pas vrai. C'est un texte européen qui s'applique dans l'Union européenne, ça c'est évident, il s'applique directement, quel que soit le pays où vous êtes, il s'applique dans l'Union européenne. En Suisse, on garde la LPD. Maintenant, il y a une certaine forme d'extraterritorialité du RGPD qui découle de son article 3, si vous voulez le lire ce soir, je vous invite, c'est passionnant. Si vous lisez l'article 3, vous avez quelques cas d'extraterritorialité, dont celui qui donne le plus de cheveux gris aux entreprises suisses, et surtout aux entreprises américaines, notamment Facebook, c'est le critère selon lequel vous allez entre guillemets, chercher l'Européen pour lui offrir des biens ou des services. C'est-à-dire, si vous allez chercher l'Européen pour lui offrir des biens ou des services, dans ce cas-là, le résident européen, pas le national, dans ce cas-là, donc c'est-à-dire en Suisse qui vit aux zones Europe, il sera considéré comme ça, dans ce cas-là, ça peut s'appliquer. Si on prend un exemple simple, vous êtes une boulangerie à Genève et vous faites les meilleurs croissants au monde, même mieux que ceux en Alsace, malheureusement. Si, juste pour ça, vous avez 90% de frontaliers français qui viennent chez vous, parce que ça c'est connu que vous faisiez les meilleurs croissants, et vous faites une carte de fidélité, vous êtes soumis au droit suisse, vous n'avez rien fait de spécial. Par contre, si, en plus de faire ça, vous faites de la pub à Annemasse, à Paris, à Londres pour vos croissants, en disant on a les meilleurs croissants, venez, que vous visez l'Européen pour justement ça, dans ce cas-là, vous allez être soumis au RGPD. Dans l'ensemble, et c'est ça pour rassurer, c'est pas un drame total d'être soumis au RGPD. Ça, il faut bien se le comprendre. C'est pas la règle, c'est l'exception, mais c'est pas un drame non plus, parce que le RGPD, finalement, exprime des valeurs en termes de protection des données qui sont la norme aujourd'hui, et qui deviennent de plus en plus la norme, et qui vont devenir la norme en droit suisse dès, on espère, 2021. Puis je vous invite à lire les journaux ces prochains jours, parce que ça va être discuté au Parlement. On arrive finalement avec ce même régime. Donc l'idée, c'est, dans tous les cas, qu'on soit ou pas soumis au RGPD, de toute façon il y a un flou, dans tous les cas il faut respecter un minimum de protection des données, parce que ça va vous éviter un scandale réputationnel, et parce que ça va vous permettre de faire des choses. Et je l'ai dit, c'est parce que vous préparez que vous pouvez faire des choses après. C'est quand on n'a pas préparé, quand on s'est mis des œillères et qu'on n'a pas rien voulu voir, qu'après on a des problèmes. Et c'est ça que vous voulez éviter. Merci pour ce complément. Alors. Merci Thierry, je te laisse. Alors, je ne sais pas si vous avez signé le double opt-in pour recevoir ce message publicitaire. Je ne sais pas, hein, c'est un vrai cas de conscience. Mais voilà, au nom de la Maison Drapier, on tenait à vous remercier de votre présence et de cet échange. Et je vous invite tous à rejoindre l'étage du Tom Café. Vous aurez le droit de, sans passer par la case email marketing, vous adresser à eux et leur poser toutes les questions. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain, si effectivement vous êtes de la partie, pour cet événement récréatif autour du tennis féminin. Et on se retrouve en septembre pour la toute prochaine date de cet automne. Vous savez, cette période où il fait un peu plus froid, il fait un peu plus mauvais. Mais je crois que vous savez déjà. Très très belle soirée à vous tous. Merci, et à tout de suite. Merci.